Merci. Merci. Bon, les organisateurs du colloque ont souhaité me faire sortir de ma retraite. Alors, je ne sais pas s'ils ont eu une bonne idée, mais la bonne idée qu'ils ont eue, c'est d'organiser ce colloque. Il y a eu une dynamique qui a été impulsée depuis, donc, je crois, 2017, hein, comme le rappelait Florent Blanco, par Maxime Charité et Nolwenn Duclos. Et les doctorants qui les ont accompagnés, puis qui les ont suivis, ont poursuivi cette tâche de recherche collective et ils l'ont, je crois, remarquablement bien fait. Et je crois que vous-même, en tant que doctorant, vous en avez besoin. Hein. Chacun sait, chacun connaît le caractère un peu solitaire du travail doctoral. Là, au moins, vous avez la possibilité de réfléchir ensemble, de construire un projet de recherche, évidemment, à partir d'un thème commun, mais évidemment en déclinant toute une série de disciplines juridiques. Et je crois qu'il faut vous en féliciter. Alors, le thème qui a été retenu donc aujourd'hui, c'est celui donc des rapports entre coopération et droit. Alors pour essayer d'introduire les quelques remarques conclusives, parce que je pense que chacun souhaite regagner son domicile et ne pas payer l'amende de 135 €, je commencerai peut-être par deux remarques d'ordre sémantique. Pour comparer deux à deux, d'une part les termes de coopération et de coaction, et puis ceux de coopération et de collaboration. Coopération et coaction. Alors voilà deux termes qui sont, je crois, des faux amis sémantiques, absolus en quelque sorte, puisque la coaction, malgré les apparences formelles, ne signifie absolument pas une action réalisée à plusieurs, mais une forme de contrainte qui est susceptible d'être effectuée, exercée sur une ou plusieurs personnes. Et donc, a priori, on est là fort loin de la notion de coopération. Et si l'on compare cette fois-ci les termes de coopération et de collaboration, on pourrait presque cette fois, et donc à contrario, les employer l'un pour l'autre, parce que ces deux termes sont finalement assez proches. Il a été rappelé à plusieurs reprises que dans le cadre de la coopération, il s'agissait au fond, d'œuvrer, enfin d'agir au service d'une œuvre commune. Donc il y a effectivement un rapprochement avec la collaboration, mais il y a pourtant une nuance, puisque en réalité, la collaboration suppose l'exercice d'un travail, d'abord, hein, d'un travail dans le cadre donc d'un projet commun. Ce qui veut dire que dans le cadre de la collaboration, on insiste, tout au moins le terme d'un point de vue sémantique, insiste sur plutôt sur l'idée de processus, sur l'aspect au fond technique de l'œuvre en train de se faire, alors que la coopération dit un peu plus, il y a l'idée que chacun de ceux qui justement coopèrent agit au service d'un objectif qui est clairement, plus ou moins clairement, partagé entre tous les participants. Et finalement, au regard de ces quelques remarques sémantiques qui viennent d'être faites à l'instant, eh bien, je crois que déjà cela pose un certain nombre de questionnements sur les rapports entre coopération et droit. Alors, je voudrais simplement, pour essayer de rendre compte des rapports qui ont été présentés, puis des échanges qui ont pu être effectués, présenter mon propos autour de trois points très, très courts. Un qui abordera la typologie, au fond, de la coopération. Un second qui abordera un peu le relativisme entre la collaboration obligatoire et puis la collaboration
facultative ou spontanée, et puis un troisième sur l'avenir de la coopération, quoique je craigne que le terme d'avenir soit peut-être un peu présomptueux. Alors, premier aspect, la typologie de la coopération, en distinguant, compte tenu de la très grande diversité, pour ne pas dire de l'hétérogénéité des thèmes qui ont été présentés, donc en distinguant d'un côté les objectifs qui sont poursuivis par la coopération, et puis de l'autre les domaines juridiques dans lesquels intervient cette coopération. Alors, tout d'abord, sur les objectifs de la coopération. Bien difficile, au fond, d'essayer de trouver des éléments communs. Au fond, le terme que j'utilise, qui me semble non pas le meilleur, mais peut-être le moins mauvais parce que peut-être le plus englobant, c'est de dire que la coopération favorise une certaine rationalisation au sens le plus large possible. Rationalisation des politiques publiques, alors là je pense peut-être notamment à la question du domaine social et sanitaire et médico-social qui nous a été présenté par Alexis Boucher. Je pense au fonctionnement des pouvoirs publics à travers les pratiques parlementaires et donc plus précisément le bon fonctionnement des pouvoirs publics. Également, rationalisation concernant la gestion des litiges, et notamment l'inflation contentieuse, c'est la question notamment de la transaction. Cette rationalisation peut également bien évidemment concerner le fonctionnement de l'entreprise et celui et aussi le respect d'un certain ordre concurrentiel, comme on a pu l'entendre il y a quelques minutes. Et donc, on peut parler en quelque sorte de la portée irénique de la coopération. Il s'agit bien souvent de régler, de surmonter des conflits ou tout simplement des antinomies, des logiques qui sont a priori antagonistes. Alors, je disais à l'instant que j'avais choisi le terme de rationalisation, mais en écoutant les rapports, il y a deux termes qui ont parfois été évoqués de manière allusive, mais qui, je crois, sont tout à fait liés à la problématique qui nous rassemble ce soir, c'est-à-dire le terme de régulation, entendu une fois, et le terme de coordination, cette fois entendu plusieurs fois. Et donc, à chaque fois, bien sûr, il y a sans doute un peu de régulation, un peu de coordination dans les différents objectifs qui sont poursuivis par la coopération. Alors, la coopération, c'est essentiellement un moyen, c'est un outil. On dira ici qu'il s'agit d'enfoncer des portes ouvertes, mais finalement, la communication de Monsef sur le droit international public, depuis la présentation de la charte, enfin depuis la présentation des statuts de la SDN jusqu'à la charte des Nations Unies, montre que la coopération peut aussi, un peu paradoxalement, mais moins, une fois qu'on a entendu votre exposé, donc conduire à considérer qu'il s'agit à la fois d'un moyen et d'un but, donc au service du maintien de la paix. Alors, autre observation, je dirais que le sens même de la coopération peut être amené à varier, parce que dans la plupart des cas, sous-entendu dans la plupart des rapports que nous avons pu entendre cet après-midi,
La coopération est au service d'un objectif qui est à peu près clairement identifié. Mais on s'aperçoit que parfois, cet objectif, eh bien, il est en train d'évoluer. Et je crois que le rapport présenté par Marine Zemmet sur le fonctionnement de l'entreprise montre bien comment, au fond, la coopération évolue au service d'objectifs qui eux-mêmes, bien sûr, évoluent plus ou moins insensiblement, parfois certainement moins que plus, du fait des interventions répétées du législateur depuis quelques années. Et puis enfin, quoi qu'il en soit, la notion de coopération n'infère pas de régime juridique univoque, évidemment. La coopération peut générer des obligations d'agir. On l'a bien vu s'agissant de la présentation de la question dans le domaine pénal, que ce soit au plan interne ou au plan international. Elle peut prendre des formes incitatives. On l'a vu à propos notamment de la procédure de clémence en droit de la concurrence. Elle peut être institutionnalisée, soit au sens large, donc soit par la création de structures ad hoc, soit par la passation de conventions, comme on a pu le voir en droit interne, notamment dans le domaine de la politique de la santé. Alors, objectif de la coopération, c'est ce que nous venons de voir à l'instant, et quid des domaines juridiques de cette coopération? La diversité des thèmes qui ont été abordés montrent bien qu'aucune branche du droit ne saurait échapper au phénomène de la coopération. Et c'est sans doute le dernier exposé, celui de Pierre Gondard, qui est le plus symptomatique en la matière, puisque donc, nous a exposé très clairement comment, au fond, la coopération était progressivement rendue nécessaire par un système juridique qui ne la postule pas à l'origine. Mais la coopération, par ailleurs, se présente comme une réponse à un objectif qui ne peut pas ou qui ne saurait pas ou plus être atteint par les mécanismes juridiques traditionnels qui sont propres à un régime juridique déterminé. Donc finalement, c'est un mode de résolution des litiges, des conflits ou d'une manière plus générale d'un certain nombre de problèmes qui apparaît évidemment nouveau ici par rapport aux mécanismes traditionnels. Et dans ces conditions, la nature, publique ou privée, des entités qui coopèrent est parfaitement indifférente. Alors, mon deuxième point donc portera sur la question du profond, me semble-t-il, relativisme de la distinction entre coopération encadrée, obligatoire, formalisée, puis coopération spontanée. Il y a comme une sorte de paradoxe au fond dans la coopération. Il est possible de s'appuyer sur une certaine typologie entre la coopération qui est régie par le droit et puis celle qui s'en échappe suivant des modalités et des degrés qui peuvent être très différents d'un cas à un autre. Et d'ailleurs, on ne sait pas toujours si ce second type de coopération est parfaitement contra legem ou contra constitutionem ou tout simplement praeter legem ou constitutionem. Sans doute, n'est-ce pas là le plus important, parce que, au fond, plusieurs communications ont insisté sur le fait que lorsque la coopération est organisée par le droit, elle fonctionne mal, avec des manifestations extrêmement diverses. Elle peut générer des effets pervers. Je crois que la communication sur le droit d'asile en était assez significative, lorsqu'on nous a parlé de double peine, par exemple. Elle peut générer également des sortes de faux semblants, comme le montre peut-être l'évolution de la coopération dans le domaine du droit du travail. Et elle est souvent très largement tributaire
du comportement des acteurs, plus que, bien sûr, du contenu même de la règle de droit, des acteurs publics ou privés, de telle sorte qu'il peut en résulter peut-être deux types de réactions, soit que, comme on l'a dit, l'inaction, ce qui paraît hautement paradoxal, en ce sens que trop d'outils en matière de coopération peuvent tuer la coopération, ou autre type de comportement, au fond, le contournement, pour utiliser un terme assez large. Là, je peux notamment évoquer le cas de la coopération informelle qui nous a été présentée en droit international public, sans que d'ailleurs les deux formes de coopération, formelle et informelle, se contredisent nécessairement, mais peuvent justement se compléter. Et puis, on peut peut-être sans doute faire une remarque à peu près semblable s'agissant des formes de coopération entre gouvernement et représentation parlementaire dans le cadre donc des pratiques parlementaires qui nous ont été présentées par Élisabeth Baugiou. En tout état de cause, je crois que personne, mais ce n'était sans doute pas l'objet du colloque, n'a été véritablement en mesure de répondre à la question qu'on pourrait formuler de cette manière. En fait, quelle est au fond la meilleure, la plus efficace forme de coopération? Est-ce que c'est une coopération qui est imposée ou tout au moins fortement encadrée par le droit? Parce que là encore, il faut distinguer entre ce qui est prévu par le droit, mais qui est obligatoire ou qui est simplement facultatif. Et puis, en tout état de cause, une coopération beaucoup plus informelle, beaucoup plus libre, beaucoup plus spontanée. En réalité, choisir, ce serait sans doute faire d'un point de vue scientifique une très mauvaise réponse. Je crois qu'il y a deux communications qui ont insisté sur l'aspect en réalité gradation de cette variété de formes de coopération pour aboutir au fond au résultat qui paraît le meilleur. Et je crois que aussi ce qui nous a été présenté s'agissant comment dirais-je, de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, et notamment contre les ententes, est assez significatif de ce point de vue-là. Alors, terminons par quelques mots, donc dans un dernier point, sur ce que j'ai appelé, faute de mieux, l'avenir de la coopération. Là encore, peut-être paradoxe, en ce sens que le terme même de coopération a une connotation relativement positive, optimiste. Mais finalement, vous écoutant, mes bons amis, j'ai parfois eu le sentiment, au fond, de présentation un peu en demi-teinte, un peu triste, un peu inquiète, au fond, sur l'avenir. Alors, sans être absolument exhaustif, ce qui est impossible ici, peut-être trois remarques, trois obstacles qui peuvent parfois faire douter, en effet, de l'avenir de la coopération. La première chose, il a été beaucoup question de souveraineté. S'agissant bien sûr du droit d'asile, s'agissant de la question du maintien de la paix, et donc du droit international général, mais s'agissant également, dans le dernier exposé, du droit international privé. Et donc la souveraineté joue incontestablement un frein à toute une série de coopérations qui sont pourtant par ailleurs organisées par le droit. Et la question peut être encore plus compliquée, comme l'a montré Pierre Gondard, lorsqu'il y a des conflits entre la souveraineté donc classique de l'État et puis ces entités para-étatiques qui parfois se constituent sur les territoires d'État existants. Et puis, deuxième élément, c'est peut-être aussi la notion d'ordre public, alors bien sûr qui n'a
que l'on retrouve dans le cadre du contentieux administratif, qu'on peut retrouver aussi dans le cadre du droit public de la concurrence, la notion d'ordre public peut être aussi un frein, dans une certaine mesure, au développement de la coopération. Alors je ne reviendrai pas là sur ce que je disais il y a une demi-heure à propos des rapports entre transactions et finalement recours pour excès de pouvoir. Et puis, enfin, troisième remarque que je fais en ayant écouté le rapport d'Alexis Boucher. Finalement, la coopération, parfois, est un simple palliatif. Un palliatif qui, au fond, est le résultat d'un constat relativement tragique. Tout simplement parce que le législateur ne procède pas aux réformes de fond qui doivent porter sur telle ou telle politique publique, par exemple, et on va donc utiliser la coopération pour corriger certains des dysfonctionnements les plus graves, les plus criants, mais en réalité, en sachant bien que de toute façon, les problèmes ne seront pas réglés parce que la coopération ne sera véritablement qu'un simple palliatif et qu'il faut bien sûr creuser le mal de manière beaucoup plus profonde. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais vous dire et surtout, au fond, quelles étaient les remarques, les réflexions que les très riches contributions que nous avons pu entendre ont pu susciter de ma part. Encore merci.